l'illusion brisée, une odyssée masculine. Il était une fois, dans une ville grise et anonyme où les rêves se heurtaient au mur de la réalité, une femme nommée Éléonore. Éléonore était une féministe ardente, convaincue que le monde était un vaste complot patriarcal, un empire invisible où les hommes se réunissaient en cercle fermé pour consolider leur pouvoir. Elle imaginait des clubs enfumés, imprégnés d'odeurs de cigares et de whisky ambré, où des toasts étaient portés à la domination masculine. Des poignées de mains secrètes scellaient des alliances. Des rires graves résonnaient tandis qu'ils tramaient pour perpétuer leur règne. « Si seulement j'étais un homme », se disait-elle souvent, les yeux brillants de rage et d'envie, « je pénétrerais ces sanctuaires, je verrais de mes propres yeux comment ils nous oppriment, et peut-être, enfin, je comprendrais comment les renverser. » Poussée par une curiosité insatiable et un désir de vérité, Éléonore décida de franchir le pas. Grâce à un déguisement élaboré, vêtements larges, barbe postiche, voix modifiée par des exercices acharnés et une détermination farouche, elle se transforma en Élias, un homme ordinaire, banal, invisible. Elle s'attendait à une révélation triomphante, à une entrée triomphale dans ce monde caché. Mais la réalité, cruelle et impitoyable, fut tout autre. Ce qui suivit ne fut pas une ascension vers le pouvoir, mais une descente dans un abîme de solitude, de rejet et d'épuisement qui la marquerait à jamais. Dès ses premiers pas dans l'espace public en tant qu'Élias, Éléonore fut confrontée à une hostilité qu'elle n'avait jamais imaginée. Elle qui, en tant que femme, avait souvent ressenti le poids des regards indésirables, découvrit que le simple fait d'exister en homme pouvait transformer un geste innocent en acte de guerre. Un matin, dans le bus bondé qui la menait vers son nouveau travail, elle tenta un simple « bonjour » à une femme assise en face d'elle, un salut poli pour briser la glace de la routine urbaine. La réponse fut un crachat méprisant, accompagné d'un regard chargé de dégoût. « Qu'est-ce que tu veux, pervers ?» siffla la femme, avant de se détourner comme si Élias portait la peste. Choquée, Éléonore rougit sous sa barbe factice, le cœur battant. Plus tard, dans un parc, un sourire maladroit adressé à une joggeuse, rien de plus qu'une tentative de connexion humaine, lui valut une insulte cinglante. « Arrête de me mater, sale type !» La joggeuse accéléra, téléphone à la main, prête à appeler la police. Même croiser un regard dans la rue déclenchait la suspicion. Des femmes changèrent de trottoir, serrant leurs sacs contre elle, comme si Élias était un prédateur en maraude. Elle qui avait cru que les hommes naviguaient librement dans le monde, se sentait soudain comme un paria, un suspect perpétuel. Chaque interaction potentielle se muait en mine antipersonnelle, explosant au moindre faux pas. Est-ce cela, la liberté masculine ? Se demanda-t-elle, les larmes aux yeux, invisibles dans la foule qui l'ignorait ou la fuyait. Les transports publics, ce microcosme de la société, devinrent un théâtre d'humiliation quotidienne. Éléonore, épuisée après une longue journée, s'assit un soir dans le métro et sans y penser, écarta légèrement les jambes pour soulager ses muscles endoloris, un geste qu'elle avait vu faire par tant d'hommes, par simple fatigue ou inconfort. Mais à peine avait-elle bougé que des cris fusèrent. Une jeune femme, debout non loin, pointa du doigt. « Regardez ce porc qui prend toute la place. Manspreading typique. » Des murmures approbateurs s'élevèrent, et bientôt, un groupe s'agglutina. On la menaça. « Si tu continues, on t'émascule sur place. » Des téléphones sortirent, filmant la scène avec une joie sadique. Éléonore, paniquée, se recroquevilla, mais il était trop tard. Le soir même, la vidéo circulait sur les réseaux sociaux, sous-titrée de moqueries. Un autre macho qui pense que le monde lui appartient. Stop manspreading. Les commentaires pleuvaient, typiques des hommes. Il mérite d'être viré de son boulot. C'est pour ça qu'on les déteste. Éléonore, tremblante dans son appartement minuscule, scrolla les posts, le ventre noué. Elle, qui avait milité contre le harcèlement des femmes, réalisait maintenant que les hommes étaient eux aussi des cibles, caricaturés et ridiculisés pour des actes anodins. La liberté de mouvement qu'elle enviait n'était qu'une illusion. Chaque posture, chaque geste était scruté, jugé, condamné. Au travail, la désillusion s'approfondit en un gouffre d'épuisement physique et émotionnel. Élias fut embauché dans un entrepôt, soulevant des caisses lourdes pendant 12 heures d'affilée, sous un éclairage fluorescent qui lui vrillait les tempes. Ses muscles hurlèrent de douleur, son dos se voûtait sous le poids des colis. Rentré chez lui, ou plutôt, dans sa chambre étroite et impersonnelle, Éléonore s'effondrait sur son lit, brisée, sans énergie pour cuisiner, lire ou même penser. La vie sociale, un mirage. Ses collègues, des hommes usés comme elle, rentrèrent chez eux pour des soirées solitaires, trop fatigués pour des sorties.
La solitude l'étouffait, pas d'appel d'amis, pas de messages tendres, même les tâches basiques devenaient des épreuves. Laver son linge, cela signifiait traîner un sac pesant jusqu'au lavomatique du quartier, dépenser des pièces précieuses qu'elle n'avait pas, attendre des heures dans une pièce humide et bruyante. Comment font-ils? Se lamentait-elle intérieurement en pliant ses vêtements sales. Elle qui avait imaginé les hommes comme des conquérants oisifs découvrait une routine de survie où le corps était une machine à broyer et l'âme un vide hurlant. Les week-ends, censés être des oasis de repos, n'étaient que des prolongations de cette cage. Éléonore se levait tard, le corps encore endolori pour quelques heures de ménage, balayait la poussière accumulée, lavait les assiettes empilées dans l'évier, puis l'épuisement reprenait le dessus et elle sombrait dans un sommeil lourd, sans rêve. Pas de sorties au café avec des amis, pas de loisirs comme le cinéma ou une promenade ensoleillée. La vie d'homme libre qu'elle avait fantasmée, ces week-ends de bière et de matchs entre potes, n'existait pas. Au lieu de cela, c'était un cycle infernal, récupérer des forces pour la semaine suivante, économiser chaque centime pour survivre. Elle observait par la fenêtre les couples qui riaient dans la rue, se sentant plus isolés que jamais. Libre, plutôt prisonnier d'une fatigue éternelle, murmurait-elle, les yeux dans le vague. Ses illusions se brisèrent définitivement lorsqu'elle tenta de postuler pour des emplois de bureau. Persuadée que sa formation en gestion suffirait, elle envoya des CV, se présentant comme Elias, un candidat motivé. Mais à chaque entretien, la réponse était la même, assénée avec un haussement d'épaule. Tu es un homme, tu n'as pas besoin d'un job de bureau. Soulève des colis, conduis un camion, ramasse les ordures. Les recruteurs la regardaient comme si elle demandait la lune. Comme si les hommes étaient en fait pour le labeur physique, pas pour les claviers et les écrans. Éléonore, frustrée, argumentait. Mais j'ai les compétences. On lui riait au nez. Les compétences, pour un homme comme toi, c'est la force qui compte. Les femmes prennent les jobs faciles maintenant. Elle réalisa alors que le patriarcat qu'elle combattait n'était pas un monolithe. Il piégeait aussi les hommes dans des rôles rigides, les condamnant à des vies de sueur et de silence. La désillusion finale vint lorsqu'elle chercha ce fameux Men's Club, cette fraternité secrète qu'elle imaginait. Elle fréquenta des bars, des forums en ligne, la manosphère tant décriée. Mais au lieu de réseaux puissants et de poignées de main complices, elle trouva des hommes isolés, usés par la vie, ignorés par la société. Pas de conspiration grandiose, juste des âmes brisées qui se confiaient anonymement, des pères divorcés sans droit de visite, des travailleurs licenciés sans filet, des jeunes caricaturés comme toxiques avant même d'ouvrir la bouche. Accusés de tous les maux, ils étaient des boucs émissaires, pas des maîtres du monde. La manosphère n'était qu'un mirage, un cri de désespoir digital, pas un empire. Enfin, quand Éléonore redevint elle-même, abandonnant son déguisement avec un soupir de soulagement, elle comprit la vérité profonde. La domination masculine qu'elle avait conçue comme un vaste complot était surtout une projection, un mythe forgé par la colère et l'incompréhension. Le quotidien des hommes ressemblait davantage à une cage de fatigue et de rejet, où la solitude régnait en maître et où chaque tentative de connexion était punie. Elle, qui avait été énervée, comme tant de femmes, contre un ennemi fantasmé, réalisa que l'empathie était la clé. Les batailles pour l'égalité ne se gagnaient pas en dressant des murs, mais en brisant les illusions qui nous séparent. Morale, chères femmes énervées, avant de condamner les hommes comme des oppresseurs tout-puissants, imaginez une vie où le rejet est quotidien, où le travail brise le corps sans répit et où la solitude est le seul compagnon fidèle. La vraie égalité naît de la compréhension mutuelle, pas des stéréotypes. En voyant la cage de l'autre, nous libérons la nôtre.